Chemin de fer de ce 30 juillet 1960, une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Mémoire d'un peuple, cette émission qui retrace les grandes lignes de l'histoire politique, économique, sociale et culturelle de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. L'histoire de la République démocratique du Congo est une histoire glorieuse. Celle-ci, je pense, elle ne sera écrite ni en Belgique, même pas en France, au moins encore aux États-Unis. Et tels sont les propos du tout Premier ministre Patrice Emery Lumumba à l'entrée, à l'accession même de notre pays à l'indépendance. Et j'ai toujours dit que l'histoire est faite par les hommes, qui en sont les acteurs principaux, et ce sont ceux qui donnent la marque, qui donnent même l'impression, si vous voulez, de l'image de tout un pays. Et pour l'émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous revenons autour d'un personnage clé de notre histoire politique, d'une personnalité connue sur le plan interne et international. Je veux parler ici du fait Étienne Tshisekedi Lumumba, président de l'UDPS, des Raies mémoire, une sorte d'hommage. Donc, Étienne Tshisekedi, l'homme, son parcours et l'essence de sa lutte politique, tel est le thème que nous avons retenu pour vous aujourd'hui. Nous recevons pour vous l'honorable Alexis Moutanda, que vous connaissez très bien. Il est le patron du groupe de presse Tempête des Tropiques, Canal Numérique Télévision, et également de Trinitas FM. Mais au-delà, c'est un entrepreneur, bien sûr, comme je le disais, c'est un homme politique, un coéquipier d'Étienne Tshisekedi, quelqu'un qui a gravi les échelons du parti, et c'est avec lui que nous allons parler du thème que je venais de vous annoncer tout à l'heure. Honorable Alexis Moutanda, merci d'être notre invité à cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à la présentation que je venais de vous faire là? Il y a quelque chose que j'ai oublié? Si vous voulez savoir ce que je suis aujourd'hui, évidemment, vous avez raison. Mais ce qu'on est aujourd'hui, ce n'est que la continuation de ce qu'on était dans le passé. Donc, on est aujourd'hui ce qu'on était hier, peut-être avec un peu de changement. Mais il faut dire à nos téléspectateurs que avant de faire ce qu'on est en train de faire, j'ai d'abord évolué pendant plusieurs années, plus de 15 ans, à la Société nationale d'électricité. Je ne voudrais pas rappeler évidemment que j'étais à la SNEL au moment où cette société venait d'être mise en place avec le projet d'aménagement de la centrale d'Inga. Puis ensuite, nous avons évolué avec cette société-là jusqu'au moment où on a lancé, où le président Mobutu avait lancé la construction de 2 barrages, Inga 1 et Inga 2. Et j'en étais responsable parce que c'est moi qui étais responsable des études et travaux à la Société nationale d'électricité. Et puis ensuite, le même président avait lancé le projet Inga Shaba, qui est à l'époque évidemment la plus longue et la plus importante ligne de transmission de courant en courant continu, qui devait amener de l'énergie du barrage d'Inga vers la zone minière au Katanga, avec le point d'injection évidemment à Kolwezi. Donc une ligne de plus de 1700 km à l'époque, ce n'était pas un petit projet parce qu'il avait coûté plus de 600 millions de dollars à l'époque, avec un consortium de banques, avec un consortium de constructeurs Inga Shaba. Donc ça fait que c'est aussi évidemment une époque très importante, non seulement dans notre pays, mais également dans ma vie. Donc si vous voulez qu'on remonte au passé, bien voilà un peu ce qu'on a fait.
Et pour être ingénieur, évidemment, bon, je suis sorti de l'université de Lovanium. C'est un peu pour compléter ce que vous venez de dire, mais enfin, si on veut vraiment parler de tous les détails de la vie de quelqu'un, ben, il faut peut-être utiliser des journées entières. Honorable Alexis Mutanda, votre plus grande préoccupation par rapport à ces pays, la République démocratique du Congo, qui est les pays que vous aimez bien et qui vous a vu naître? Eh ben, ma plus grande, disons, préoccupation, c'est que les Congolais habitent un pays, disons, qui est pratiquement un don du ciel. Parce que ce pays, il regorge évidemment de toutes les richesses imaginables, donc les richesses naturelles. Ce pays regorge également des richesses humaines, parce que avoir une population de plus de 80 millions de personnes, ça veut dire qu'il y a plus de 80 millions de talents particuliers qui vivent dans ce pays. Et on peut imaginer que si ces 80 millions de talents devaient se mettre ensemble et cheminer vers, disons, la montagne du progrès, eh ben, on pourrait évidemment escalader cette montagne sans beaucoup de peine. Mais ce qui me fait le plus de peine, c'est que au lieu d'escalader la montagne pour atteindre disons, le sommet de la colline, on est en train, par contre, de prendre la voie de la vallée où on descend vers, disons, le fond de la pauvreté, le fond de la misère, alors que le peuple congolais ne mérite pas, justement, cette situation-là. Voilà ma plus grande, disons, non seulement déception, mais préoccupation, parce que un pays qui vit cette réalité aujourd'hui, on peut projeter cette situation dans l'avenir. Qu'est-ce que ce pays sera dans 5 ans? Qu'est-ce que ce pays sera dans 10 ans? Et qu'est-ce que ce pays sera dans 20 ans, dans 30 ans? Et si vous me demandez, mon plus grand souci aujourd'hui, c'est de savoir comment ce peuple qui est un peuple merveilleux, un pays aussi merveilleux, puisse être arrivé dans cette situation. Et qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que nous puissions prendre le virage et atteindre notre vitesse de croisière, qui sera évidemment notre vitesse dans la mondialisation, puisque c'est le phénomène de la mondialisation qui est aujourd'hui évidemment, disons, la plateforme de toutes les nations du monde. Oui, honorable. Parlez-nous, à quoi remonte votre rencontre personnelle avec le feu Étienne Tshisekedi? Bon, je vous ai dit tout à l'heure que le président Tshisekedi, en tant qu'individu, on a entendu parler parce que il était parmi nos aînés, hein, déjà depuis l'école secondaire. Bien que nous, on évoluait, disons, dans les séminaires de Kabwe, disons, au Kasaï occidental actuel à l'époque, eh ben, lui évoluait au collège de Kampondé, qui était également un des instituts, évidemment, majeurs, hein, disons, des établissements secondaires à l'époque. Et alors, il était notre année, évidemment, de plusieurs années, parce que il avait terminé ses humanités latines en 1955, tout juste au moment où nous, on venait de commencer, évidemment, notre 7e préparatoire. Et puis, lorsque nous sommes arrivés à l'université de Lovanium en 62, eh bien, lui, il avait déjà terminé ses études de droit en 1961, donc soit une année avant. Et donc, je peux dire que c'est une personne que j'ai connue de réputation jusqu'au moment où il est devenu évidemment une figure politique importante dans le pays. À ce juste titre, nous pouvons considérer, honorable Alexis Mutanda, Étienne Tshisekedi comme étant faisant partie des premiers universitaires congolais? Il est effectivement parmi les premiers universitaires congolais pour le simple fait que cette université de Lovanium a été fondée, a plutôt commencé officiellement en 1955, et c'est justement en 1955 que... alors à l'époque, évidemment, il fallait faire d'abord pour ceux qui s'inscrivaient en droit, etc., en propédeutique générale.
Et je peux vous raconter une petite anecdote, c'est qu'à l'époque, lorsque le monseigneur Gillon était en train de se battre avec l'université de Louvain à ouvrir les différentes facultés à l'université, eh bien, le gouverneur général belge de l'époque était catégoriquement opposé à la faculté de droit. Parce qu'il était convaincu qu'avec la faculté de droit, eh bien, on formait des juristes, donc des personnes qui sont toujours en train de gesticuler, hein, donc c'était des esprits en fait rebelles, etc. Et il était catégoriquement... C'est grâce, disons, à l'intelligence, à l'esprit de débrouillardise, entre guillemets, hein, de Monseigneur Gillon, qu'il a pu contourner le gouverneur général du Congo pour passer derrière M. Bisséré, qui était le ministre de l'enseignement en Belgique. Et c'est comme ça qu'il a été autorisé à ouvrir la faculté de droit. Et le président Tshisekedi, à l'époque très jeune, il était parmi les tout premiers étudiants à s'inscrire à la faculté de droit. Et comme c'était un étudiant très brillant, il n'a pas repris une seule année, hein, de telle manière qu'en 61, c'est-à-dire 6 ans après, eh ben, il sortait licencié en droit de cette université, et avec le titre évidemment de licencié en droit. Et c'était le premier licencié en droit congolais à l'époque. Et voilà un peu pour répondre à votre question. Parlez-nous d'Étienne Tshisekedi, du fait Étienne Tshisekedi comme homme d'État. Oui, alors le président Tshisekedi comme homme politique, mais je peux vous dire tout de suite qu'avant d'entrer dans la politique, lorsqu'il avait terminé ses études, ben, M. Étienne Tshisekedi était le premier recteur de l'ENA, c'est-à-dire l'École nationale d'administration, etc., voilà, de l'ENDA à l'époque. Alors, c'est lorsque, pendant qu'il était à l'ENDA, hein, qu'il a commencé à s'intéresser évidemment à la politique, parce que n'oubliez pas qu'en 60-61, M. Mobutu, qui avait déjà des problèmes avec le premier ministre Lumumba, avait mis en place ce qu'on appelle le collège des commissaires généraux. Et parmi ces commissaires généraux, M. Liaou était titulaire du siège, donc disons, du portefeuille de la justice, et M. Tshisekedi était son adjoint. Donc il était encore sur les bancs de l'école lorsque il faisait partie de ce collège de commissaires, etc. Alors, lorsqu'il a terminé, il est devenu recteur de l'ENDA. Et pendant ce temps, évidemment, après avoir pris un peu de goût à la politique, M. Tshombe venait d'être nommé Premier ministre, disons, par le président Kasavubu. Et M. Tshombe, après avoir passé quelque temps à la primature, c'est lui qui était l'organisateur des premières élections démocratiques après celles de 1960. C'est comme ça qu'en 1964, avec les élections organisées par M. Tshombe, hein, qui avait d'ailleurs un grand parti politique qui s'appelait Panako Konako, et le président Tshisekedi, disons, s'était affilié à ce parti. Et c'est comme ça qu'il a fait sa première campagne électorale et il est sorti député national de la circonscription électorale de Cabinda. À l'époque, évidemment, c'est Cabinda qui était le chef-lieu de la province. Nous sommes vers quelles années? Nous sommes en 64, en 1964. Disons, c'était une année avant la prise de pouvoir de M. Mobutu. Et lorsque M. Mobutu, évidemment, a pris le pouvoir en 65, directement, il devait s'entourer, évidemment, des jeunes, hein, des jeunes intellectuels, dont les Bomboko qui étaient aux affaires étrangères. M. Nsinga était au ministère de la... Nsinga Oudou, bien sûr, Joseph était ministre, encore vivant, voilà. Donc il était à la justice et M. Tshisekedi était ministre d'État. Donc il y avait 4 ministres d'État. Tshisekedi, ministre d'État
à l'Intérieur, Bomboko, ministre d'État aux Affaires étrangères, Singa, ministre d'État à la Justice, et Nendaka, je crois que c'était... il était dans un truc qui était affilié avec les services de sécurité et tout cela, donc des renseignements et tout cela. Donc c'était les 4 personnes qui étaient vraiment les collaborateurs les plus proches du président Mobutu lorsqu'il venait de prendre le pouvoir. Et puis tout cela a évolué, évidemment. C'est comme ça que, disons, les premières années, disons 65, 66, 67, M. Tshisekedi était un des plus grands collaborateurs du président Mobutu et un de ses confidents, hein, parce qu'ils ont travaillé vraiment, disons, jusqu'au moment où, évidemment, petit à petit, hein, M. Tshisekedi a commencé à prendre ses distances lorsqu'il voyait M. Mobutu qui commençait à s'écarter, si vous voulez, de cette politique du départ qui était en fait... D'abord, il avait promis qu'il prendrait le pouvoir pour 5 ans, mais vous savez vous-même qu'il est resté au pouvoir pendant 32 ans. Donc, il a évolué, il a créé même un parti unique, ce qui n'était pas, disons, dans leur entendement. Parce que la première constitution qui était élaborée par M. Tshisekedi, on avait prévu 2 partis politiques. Hein, on voulait imiter un peu, si vous voulez, le régime américain, où il y a les démocrates et les républicains. Donc on pensait que pour mettre fin à cette multitude de partis politiques qui créaient de la pagaille sur le terrain, il fallait réduire, hein, disons, les formations politiques à deux tendances politiques, etc. Et Mobutu avait accepté, cette constitution était sortie, mais quelque temps après, M. Mobutu, qui avait, disons, d'autres intentions, il s'est écarté, hein, petit à petit de cette, disons, de ce choix. Et c'est à partir de ce moment-là que, disons, alors il a trouvé que M. Tshisekedi n'allait pas très bien dans cette logique. Hein. C'est ainsi que, petit à petit, avec les événements qui étaient arrivés aussi au campus universitaire, parce que Mobutu était très brutal avec les manifestations des étudiants, et tout cela. Alors, il avait pris ses distances. C'est comme ça qu'il est parti du gouvernement et il l'a envoyé comme ambassadeur au Maroc. Alors, quelle est la suite? Quelles sont les fonctions officielles d'autres que le président Tshisekedi a eu à occuper jusqu'à ce qu'il va prendre la politique, mais dans une autre forme, avant qu'il ne se sépare avec son ami le marchand? Oui, mais justement, on a parlé jusqu'au moment où il a été nommé ambassadeur au Maroc, et puis quelques temps après, il est revenu au pays. Il y a eu encore des élections législatives. Il s'est représenté à nouveau. Il est encore passé, hein, comme député national. C'est même au moment où il est entré au bureau, disons, de l'Assemblée nationale, comme deuxième vice-président. Premier, ça, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, je sais qu'il était au bureau, hein, disons, de l'Assemblée nationale, hein, dans cette deuxième législature. Jusqu'au moment où c'était peut-être pendant cette période qu'il y a eu des incidents au Kasaï oriental avec ces creuseurs, évidemment, de Katekelai et tout cela qui ont été pratiquement massacrés par l'armée ou la police de Mobutu. Et alors, en ce moment-là, ils ont été tués. Hein, pour avoir, peut-être, disons, ils sont allés dans des zones qui n'étaient pas autorisées. Non, ce sont des creuseurs de diamants, ce sont des petits creuseurs, hein, qui s'infiltrent un peu partout pour ramasser clandestinement certains diamants, etc. Alors, la réaction des autorités était tellement sévère, brutale, on a tué pas mal de personnes. Alors, les députés originaires du Kasaï se sont mis ensemble pour protester, évidemment, contre cet agissement-là. C'est ça, les incidents de Katekelai. Et ils ont fait, disons, un mémo au président Mobutu pour lui montrer que ce n'était pas comme ça qu'il fallait. Seulement que c'était l'ensemble de l'espace Kasaï? Non, ça, c'est d'abord Kasaï oriental, disons, à cette époque-là.
Alors, ensuite, il y a eu également, à un moment donné, les 13 parlementaires qui, petit à petit, se rendaient compte, hein, disons, comment je dirais, du virage que M. Mobutu venait de prendre. Non seulement il avait créé le MPR, parti unique, mais en même temps, il devenait de plus en plus dictateur, et de telle manière que le peuple n'avait plus, disons, une façon de s'exprimer. Alors les 13 ont dit, mais ça ne peut pas continuer comme cela, parce que non seulement les gens ne savent pas s'exprimer, mais la pauvreté commence à s'installer, et puis il n'y a pas moyen, si vous voulez, d'arriver. Or, le développement d'un pays ne peut pas se baser sur un régime arbitraire. Au contraire, il faut aller vers la démocratie. C'est comme ça qu'ils ont fabriqué cette lettre de 52 pages. Oui, de 52 pages, ce sont les 13 parlementaires avec 52 pages. Et dans cette lettre, évidemment, vous voyez un peu le courage, hein, de ces personnes à cette époque. Hein, c'était un pouvoir extraordinaire parce que... le contenu, honorable Alexis? Eh bien, le contenu, c'était tout simplement une critique générale sur la gestion, si vous voulez, du pays par le président Mobutu et son parti unique. Donc, ils ont démontré que, Monsieur le Président, tel jour vous avez dit ceci, vous avez promis cela, etc. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est tout à fait le contraire. Donc, ils l'ont opposé pratiquement, si vous voulez, disons, à ses paroles, à ses actes, etc., par rapport aux promesses qu'il avait faites. Et ils ont fait également, dans ce mémo, la comparaison entre le moment où il a pris le pouvoir et le moment où il se trouvait là. Et ça devait être vers les années 80 ou 79-80. Alors, évidemment, vous comprenez qu'en ce moment-là, M. Mobutu était au sommet de son pouvoir et il ne pouvait pas tolérer, évidemment, qu'il y ait un Congolais ou des Congolais qui puissent s'opposer à lui ou même le critiquer, simplement le critiquer. Et alors, c'est comme ça que lui aussi, de sa façon, il a réagi d'une manière, évidemment, très brutale. Alors, la première action, c'était, disons, de se débarrasser de ces messieurs comme parlementaires. Donc, ils ont été, on leur a enlevé, si vous voulez, les immunités parlementaires. Bien sûr, parce que c'était des personnes qui avaient des problèmes avec la justice et tout cela. Alors, avec cette réaction et cette pression de la part du régime, eh bien, sur les 13, il y en a quelques-uns, évidemment, qui n'avaient pas le courage, qui ont tout simplement répondu positivement, qui sont rentrés au MPR. Et les autres, évidemment, ils ont continué très bravement. C'est alors qu'a commencé cette période de prison, d'emprisonnement, période de relégation. Ils ont été relégués dans leur village natal. Le président Tshisekedi, lui, il a été envoyé plusieurs fois au Bandundu, il a été à l'Équateur, il a été renvoyé dans son village natal, Mbujimaï, plusieurs fois même ici à Makala, etc. Donc ils ont été un peu trimballés comme ça de tous côtés. Jusqu'au moment où, évidemment, en 1990, M. Mobutu lui-même, sur pression intérieure de l'UDPS et sur pression internationale, il est arrivé à cette ouverture politique où il a déclaré, évidemment, qu'il prenait congé, n'est-ce pas? Comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. Où était Félix Tshisekedi et le maman Marthe à l'époque? Bon, écoutez, lorsque vous allez en prison, la famille reste où? La famille reste à la maison, mais elle reste en famille, évidemment. Vous voyez vous-même, hein, quand vous êtes femme d'un politicien qui a des problèmes avec le pouvoir, ou les enfants d'un politicien qui a des problèmes avec le pouvoir, eh bien, il y a n'importe quoi qui arrive, etc. Donc, on ne peut pas entrer dans les détails pour savoir ils étaient où. Ils étaient dans leur résidence, mais évidemment dans des conditions qui n'étaient pas du tout de conditions très précaires. Alors, ça, vous étiez encore dans l'administration publique ou déjà la politique, vous l'avez déjà entamée aussi à cette époque-là? Non, mais nous parlons ici évidemment de la période qui va de 82 à 90.
Parce qu'en 82, ils ont sorti officiellement, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. C'est en ce moment-là qu'ils ont créé ce parti politique. Alors, entre 82 et 90, au moment où Mobutu a, il a fait de l'ouverture politique, il s'est écoulé plus ou moins, 8 ans. Et c'est pendant ces 8 ans, évidemment, qu'ils étaient trimballés à gauche, à droite, comme je l'ai dit tout à l'heure, des relégations, des prisons. Et puis, à un moment donné, ils ont été même un peu libérés. C'est comme ça que le président Tshisekedi s'était permis, de voyager en Europe. Il est allé aux États-Unis et puis il est revenu. En ce moment-là aussi, vous savez que le plus grand péché qu'un Congolais pouvait commettre, c'était de porter cravate, parce que c'était interdit, de porter des cravates. Alors lui, il est allé faire ce voyage en Europe, etc. Et quand il est revenu, il était en cravate. Et puis, il a voulu également, faire ce meeting du pont Kasavubu, qui est resté également dans un des faits évidemment mémorables. Donc, il est rentré chez lui et puis il a demandé à la population de le rencontrer, au pont Kasavubu, afin de leur donner des messages. Et c'était à l'occasion, c'était le 17 janvier, parce qu'il voulait faire coïncider ça avec l'anniversaire de la mort de Lumumba. Et évidemment, vous savez ce qui est arrivé. Il est resté dans sa résidence du boulevard du 30 juin, pas loin d'ici. Et alors, comme on savait qu'il devait aller rejoindre la population au pont Kabu, toute la maison était entourée, le boulevard des militaires, etc. Mais ils n'ont pas compris comment monsieur s'est retrouvé au pont Kasavubu, malgré tout l'arsenal, n'est-ce pas, qu'ils avaient planté sur le boulevard. Il est sorti comment? Certains disent qu'il avait disparu, d'autres disent qu'il a emprunté je ne sais quel. Comment il s'était retrouvé là-bas? Tout le monde pensait que s'il sortait, ça allait être par la porte principale sur le boulevard. Mais quelqu'un peut toujours sauter par la petite porte sur l'avenue de la Justice, se retrouver là-bas dans un véhicule. Et ceux qui étaient au pont Kaby ont vu tout simplement monsieur surgir et ils étaient étonnés. Donc ils ont commencé à se téléphoner pour dire mais comment celui-là il est arrivé ici et tout ça. C'est alors qu'ils se sont évidemment jetés sur lui. Et vous pouvez comprendre le traitement qu'il a eu à cette occasion et combien de personnes ont été brutalisées, ont été même massacrées. Et lui, il a été amené directement à la prison de Makala. À partir de là, évidemment, c'est l'enfer. L'enfer qui a commencé. Qui continuait. Voilà. Création de l'UDPS, honorable Alexis Moutanda. C'est un peu de nous parler du contexte de la création de ce parti, sa vision et même certaines trahisons, appelons ça comme ça. Mais en même temps, je voulais que vous placiez aussi un mot par rapport à votre rapport personnel. D'abord comme militant de l'UDPS et ensuite comme cadre qui a gravi tous les échelons jusqu'à occuper les fonctions du Premier ministre du parti. Je veux parler ici comme secrétaire général de l'UDPS. Bon, vous savez, après cette fameuse lettre de 52 pages, donc ça veut dire que les 13 parlementaires qui étaient très soudés entre eux, qui se voyaient, qui échangeaient, et puis ensuite, vous savez... Qui est encore en vie de ces 13-là? Bon, de ces 13, oui, il y a les Kyungu, il y a les Lusanga, il y a les Mukoko Mwenakavula, enfin, disons, les fondateurs du parti, il y en a qui sont encore en vie. Et alors, à partir de là, évidemment, beaucoup de personnes qui sentaient très bien que le régime de Mobutu ne pouvait pas nous amener, évidemment, à la croissance, ne pouvait pas nous amener au progrès. Même la population a commencé, évidemment, à apprécier, si vous voulez, le point de vue des opposants, qui prêchaient la démocratie, qui prêchaient le bien-être social, qui prêchaient, disons, un peu le travail fait. Alors, petit à petit, évidemment, il y a eu des cofondateurs, il y a eu des sympathisants, et le peuple lui-même a commencé à comprendre.
Et surtout, vous savez, comme ces gens étaient ballottés à gauche, à droite, emprisonnés, et tout ça, ça créait aussi une certaine sympathie, disons, de la population, de telle manière que lorsqu'on est arrivé en 90, c'était au moment où la population commençait vraiment à agir, n'est-ce pas, toujours en clandestinité, mais les gens prenaient le courage, si vous voulez, de dire certaines choses ou même de faire certaines manifestations. Et Mobutu qui avait sur lui la pression, non seulement la pression intérieure, mais aussi la pression internationale. Vous savez aussi, c'était vers cette époque-là qu'il y avait le problème du mur de Berlin là, qui venait d'être... Alors, le problème entre l'Est, l'Ouest et tout ça, ça devenait un peu... voilà. Alors, avec tout cela, Mobutu lui-même... Alors, au lieu d'aller directement vers le changement, il a commencé d'abord à faire semblant de consulter, faire des consultations populaires, comme il appelait ça. Il a parcouru le pays pour demander au peuple ceci, cela, etc. Jusqu'au moment où, dans son comité central ou bureau, alors il a déclaré qu'il prenait congé du parti. Parti MPR, parce qu'en ce moment-là, le président du MPR était en même temps chef de l'État. Chef de l'État. Alors, vous-même, honorable, vous rejoignez l'UDPS quand? Bon, nous avons adhéré à l'UDPS bien avant ça, disons vers les années 83, 84, 85. Donc à la création même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, comme je vous ai dit, j'étais encore ingénieur à la Société nationale d'électricité. Donc tout ce qu'on faisait, ça ne pouvait se faire que d'une manière un peu... D'ailleurs, à cette époque-là, même ceux qui étaient totalement dans la politique, devait faire cette politique de manière très... Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait que le MPR qui était parti-État. Et même dans les entreprises, il fallait être, disons, du MPR. Alors tous ceux qui étaient qui avaient des idées un peu contraires au MPR, eh ben, devaient se tenir, faire les choses de manière très... Et a fortiori, évidemment, un fonctionnaire. C'est en 90 que réellement, tout le monde s'est mis sur la place publique. Et c'est alors que l'UDPS a commencé à s'organiser officiellement. C'est comme ça qu'ils ont mis en place le directoire avec 4 personnes que vous connaissez bien, Liaou, Kibassa, Tshisekedi, et puis le vieux Bankiem. Et puis ils ont mis également en place, disons, le collège des fondateurs. Et puis ensuite, on est arrivé à mettre en place également un secrétariat national et puis un comité national. Le comité national était l'image du Parlement du parti, le secrétariat national l'image de l'exécutif, et le directoire, évidemment, c'était le bureau central et l'autorité morale du parti, jusqu'au moment où tous ces messieurs ont commencé, évidemment, l'UDP c'est comme un train, lorsqu'il se déplace. Non, mais enfin, vous savez, c'est un train qui n'est pas direct, il s'arrête à des gares. Alors à chaque gare, évidemment, quand vous sentez que vous êtes arrivé, vous descendez, vous laissez les autres continuer. C'est ainsi qu'en cours de route, les Liaou sont partis, les Kibassa sont partis, les Bouankem sont partis, les Birindois sont partis. Donc chacun est descendu un peu à sa gare. Oui, et enfin, aujourd'hui, les Badi Banga, les Tchibala qui sont partis aussi. Exactement. Donc le mouvement continue. Oui, donc vous créez l'UDPS, honorable Alexis Muntanda. Dites-moi, c'est quoi en une phrase la vision politique de l'UDPS comme parti politique? Bon, pour terminer, d'abord la question que vous m'avez posée, c'est que, alors, on a commencé évidemment à fonctionner dans le parti officiellement, d'abord évidemment comme membre du comité national, parce que je suis cofondateur en titre, donc j'ai le titre de cofondateur de l'UDPS. Ça, c'est le collège des fondateurs qui avait reconnu les mérites de chacun, et il y a une liste officielle du parti, on trouve là comme cofondateur, et alors ensuite membre du comité national, et puis ensuite je suis allé au secrétariat national. Étant donné que j'avais l'habitude de beaucoup voyager à travers le monde, eh ben, on m'avait confié
le secrétariat national aux relations extérieures, les fonctions que j'ai exercées pendant presque 11 ans. Ministre des Affaires étrangères du parti. C'est moi qui ai géré pratiquement toute l'étrangère, la diaspora et tout cela. Et en 2008, je suis devenu secrétaire général. Et en 2011, j'étais président de la commission électorale du parti. Voilà, oui, c'est que Jacques Chabani dirige aujourd'hui. Exactement. Donc, c'était en 2011 pour faire face aux élections de 2011. Et puis ensuite, évidemment, je me suis présenté dans ma circonscription électorale de Mbuji-Mayi et j'ai été élu massivement d'ailleurs parce que on avait quand même fait de très bon travail et les gens l'avaient apprécié. Donc voilà un peu comment... Vous êtes député national jusqu'à aujourd'hui. Évidemment. Vous êtes député national illégitime, honorable Alexis Moutanda. Illégitime, bon, je ne sais pas, qu'est-ce que vous appelez par illégitime. Vous êtes hors mandat. Bon, pour mandat, être illégitime, c'est-à-dire être anticonstitutionnel. Oui. Mais dans la Constitution, la fonction termine au moment où on est remplacé par quelqu'un d'autre. Ah. Et lorsqu'on n'est pas remplacé, bien sûr... Donc ce discours ne vaut pas que pour Kabila, ça vaut aussi pour toutes les Non, non, mais écoutez, de toute façon, si aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les députés ne se réunissent pas parce qu'ils sont hors mandat, alors le pays devient quoi en ce moment-là? Donc c'est pour... voilà, donc c'est un peu cette logique-là. On l'ouvre quand même pour la refermer rapidement. Oui. Vous êtes parmi les députés que le feu Etienne Tshisekedi avait chassé ou bien vous êtes resté fidèle? Vous êtes dans quel camp par rapport à vous? Bon, par rapport à moi, on a respecté le mot d'ordre du parti, puis on a vous n'avez jamais siégé? Bon, écoutez, si on a déjà siégé, c'est à vous de... Vous êtes journaliste, vous devez le savoir. C'est à vous de répondre. Non, je ne dois pas répondre à n'importe quelle question parce que vous êtes témoin de ce qui se passe dans la ville, donc vous pouvez très bien avoir la réponse à cette question. Mais toujours est-il que il y a le parti, il y a les mots d'ordre que le parti donne, et puis ensuite, le reste, ça c'est autre chose. D'accord. Aujourd'hui, honorable Alexis Moutanda, modestement, je sais qu'il serait mieux que les autres parlent à votre place, mais laissez-moi quand même vous poser cette question vous-même. Qu'est-ce que vous estimez aujourd'hui avoir apporté comme petite contribution au niveau du parti, votre cher parti UDPS? Bon, ça c'est une question majeure parce qu'en fin de compte, vous savez que le pays a été dirigé pendant très longtemps par des régimes arbitraires. Des régimes arbitraires, ce sont des régimes évidemment qui ne donnent pas au souverain primaire, disons, la souveraineté qui lui revient. C'est-à-dire que les mandataires qui sont désignés par, disons, le peuple ne sont pas toujours disons, en train de faire le travail qui leur est demandé. De telle manière qu'à un moment donné, il y a une cassure entre le souverain primaire qui a des aspirations et ses mandataires qui, disons, qui ne suivent pas toujours, si vous voulez, la ligne de conduite qui est fixée par le souverain primaire. Alors, le souverain primaire, qu'est-ce qu'il veut? Le souverain primaire veut le bien-être social. Le souverain primaire voudrait que, disons, que ce pays puisse lui appartenir, parce que c'est sa propriété, c'est son patrimoine. Son patrimoine, c'est-à-dire toutes les richesses, que ce soit des richesses naturelles, climatiques, que ce soit des richesses de tout genre, c'est le souverain primaire, c'est-à-dire le propriétaire qui est, disons, qui doit être le premier bénéficiaire. Or, cela ne peut arriver que lorsque, dans un pays, on arrive à un état de droit. C'est ça la grande vision, n'est-ce pas, de l'UDPS, parce que tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que le parti... Mais le parti UDPS, sa vision, c'est de transformer, si vous voulez, cette société congolaise dans un état de droit où chacun peut réaliser son rêve.
Et pour y arriver, il faut un état de droit où il y a la justice, où il y a la distribution des biens, etc. Et pour arriver à cela, il faut d'abord démocratiser le pays. Parce qu'aussi longtemps que le pays n'est pas démocratique, c'est-à-dire s'il n'y a pas une alternance au pouvoir, vous ne pouvez pas atteindre la démocratie. À bien vous entendre, vous êtes mieux tshisekidiste que être quelqu'un de l'UDPS. Alors, je vous pose cette question, hommage à Etienne Tshisekedi oblige. Quand vous regardez, vous êtes encore dans l'UDPS et de l'UDPS? Absolument, oui. Très bien. Alors, quand vous regardez les choses aujourd'hui, disons-les, peut-être laissons l'UDPS qui a déjà qui existait déjà lors du vivant de Etienne Tshisekedi, mais quand on voit aujourd'hui UDPS Peuple Moubaké, on voit UDPS tout court Tchibala, on voit UDPS Tshisekedi, vous qui êtes resté encore comme des gardiens du temple, je me sens même gêné de vous poser la question, si vous êtes dans quel UDPS, mais quelle est la lecture que vous faites de ces partis qui, à peine une année et demie, 2 ans, on entend déjà, après la mort du Fenx, on voit de la manière dont les choses sont en train de partir. Quelle est la lecture que vous faites, comme un des doyens de ces partis? On adhère à une vision. On n'adhère pas à des individus. On adhère à une vision. Et je vous ai dit que la vision de l'UDPS, au départ, était les changements, c'est-à-dire le bien-être social de la population. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ça s'appelle Union pour la démocratie et le progrès social. Le progrès social, c'est-à-dire, c'est une société de confiance, hein, où tous les Congolais doivent se retrouver, et puis mon frère a gagné, moi j'ai gagné, il a échoué, moi j'ai échoué, il est en train de monter, vous le glissez vers le haut, parce que lui aussi, il peut vous amener vers le haut. Tandis que dans la société de défiance, c'était mon ami a gagné, moi j'ai perdu. Et puis quand quelqu'un est en train de monter, vous le tenez pour que vous puissiez tomber ensemble avec lui. Et c'est cette société de défiance, hein, qui est en train de nous amener évidemment là où nous sommes aujourd'hui. Et alors, vous parlez des différentes tendances, mais c'est de bonne guerre. Vous savez que la majorité qui voudrait évidemment perpétuer ou éterniser, disons, son pouvoir, mais il ne peut pas tolérer, évidemment, qu'il y ait des gens à côté qui puissent convaincre la population du contraire. Et alors, qui sont ces groupes, évidemment, qui font ce travail de sape? Pour eux, c'est un travail de sape de leur politique. Alors, ils infiltrent ces partis. Vous avez vu le PALU, ce qu'il est devenu, le MLC, l'UDP s'est infiltré de la même manière. Et ce qu'ils veulent, c'est l'implosion de ces partis de l'opposition à partir de l'intérieur pour qu'eux, ils puissent continuer tranquillement, disons, leur politique de domination, etc. Alors, maintenant, c'est de bonne guerre. C'est aux uns et aux autres de savoir comment on doit s'y prendre pour défendre l'édifice. Et l'édifice UDP, c'est un édifice qui a déjà, comme je vous ai dit, 36 ans d'expérience. Les gens sont morts, les gens ont fait des sacrifices pendant des années pour défendre cette vision. Et cette vision a été personnalisée par le président Tshisekedi dont on est en train de parler aujourd'hui. Alors, lorsque dans tout cela, dans cette vision, vient se mêler, hein, des intérêts personnels, de ceci, cela, etc., on arrive évidemment à cette dérive, hein, qu'on est en train de connaître. Hier, vous avez dit vous-même que Birindoa, qui était à l'UDPS, il a trahi, il était devenu Premier ministre. Le président Kibasa, qui était président même de l'UDPS, il a fait ce que vous savez. Il a même créé aussi une aile. Alors si aujourd'hui vous me parlez des autres ailes, c'est de bonne guerre, c'est-à-dire qu'on a tout simplement infiltré l'édifice pour que l'édifice puisse fissurer, et à partir de là, évidemment, disons, les ennemis du changement vont se retrouver et perpétuer leur domination et leur pouvoir. Vous êtes bien avec Félix Tshisekedi? Est-ce qu'on vous a dit qu'il y avait un conflit quelconque? Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir si je suis à l'UDPS. Mais je suis candidat de l'UDPS dans la circonscription électorale de Lukunga. Et ma candidature, évidemment, a été posée au sein de l'UDPS. Alors, vous allez me poser une autre question qui va encore s'éloigner de celle-là pour avoir quoi.
j'ai posé ma candidature de député. Hier, en 2011, c'était dans ma circonscription électorale de Mbuji-Mayi. Maintenant, je suis venu à Kinshasa parce que j'estime qu'un député national, quand on dit député national, c'est quelqu'un qui doit parler des intérêts de la nation, de toute la nation. Sa circonscription électorale constitue sa base électorale. Mais l'intérêt du pays, le mandat est national, que vous soyez de Mbuji-Mayi ou à Kinshasa ou à Kikwit. Je pouvais aussi aller me présenter à Kikwit si j'avais une base là-bas, même en Bandaka. Alors, dès que vous êtes député national, en ce moment-là, vous défendez les intérêts du peuple congolais, qu'il soit du nord ou du sud, ou de l'est ou de l'ouest. Honorable, à la télévision, c'est le temps. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, qui sera certainement suivie par bon nombre de Congolaises et Congolais. Mais dites-nous, honorable Alexis Moutanda, qu'est-ce que la postérité peut retenir aujourd'hui par rapport à la mémoire de Etienne Tshisekedi, mal compris par certains et apprécié par les autres? Puisque les Congolais parlent toujours de la Bible et tout ça. Lorsqu'on entre dans la Bible, qu'est-ce que Moïse a fait à un moment donné? Moïse vivait à la cour de Pharaon, à la cour royale. Il avait pratiquement tout, etc. À un moment donné, il s'est rendu compte de la misère de son peuple qui était en train d'être martyrisé, qui était en train d'être persécuté par les Égyptiens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement quitté, disons, tout ce qu'il avait pour rejoindre son peuple et il a cheminé avec eux pendant 40 ans dans le désert pour aller... Alors, aujourd'hui, le peuple congolais est en train de vivre une situation qu'il ne mérite pas. Parce qu'à l'est du pays, vous n'allez pas me dire que les 10 millions de personnes que nous avons perdues à l'est du pays à cause de l'insécurité dans cette région, ces gens, est-ce qu'ils méritent ça? On peut se poser la question aujourd'hui, si tout cela arrive aujourd'hui, dans 5 ans, nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce qu'il y a le phénomène de la mondialisation. Vous êtes faible, on vous absorbe. Vous êtes fort, vous survivez. Alors, si maintenant le Congo devient faible, eh bien, ne vous étonnez pas que le pays puisse être occupé et qu'il puisse même être pris en otage par, disons, nos voisins et les autres. Chinois et consorts. Et puis, alors, ils arrivent, évidemment, ils font la loi jusqu'au moment où vous devenez, vous, les propriétaires de ce patrimoine. Vous devenez tout simplement des esclaves. Hier, on était colonisés. Aujourd'hui, on est clochardisés. Et demain, nous risquons d'être, disons, sous l'occupation, etc. Donc, qui peut sauver ce pays, hein, sinon les Congolais eux-mêmes? Et les Congolais qui doivent... C'est pour cette raison que je rappelle toujours à mes compatriotes de relire, ou plutôt de chanter leur hymne national en réfléchissant à ce qu'ils disent. Parce que l'hymne national, celui qui a composé ça est déjà mort. Mais il nous a laissé une richesse incroyable. Debout Congolais, debout Congolais, debout Congolais. De quel Congolais parle-t-il? C'est de tous les Congolais, du nord et du sud, de l'est et de l'ouest. Mais debout Congolais pour faire quoi? Pour faire un pays plus beau, plus grand, plus ainsi de suite, plus avant. Et ensuite, nous devons tous travailler ensemble parce que c'est un don béni de qui? Les aïeux de Dieu. Voilà. Les aïeux, pourquoi? Parce que nous venons tous de nos aïeux. Lorsqu'ils sont morts, ils nous ont dit, voilà votre patrimoine, il faut le protéger. De Dieu, parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous, pour que ce pays puisse être réellement occuper sa place? C'est une responsabilité. C'est un engagement que chacun de nous doit prendre pour assurer, évidemment, sa grandeur. Et tout ça doit se faire, évidemment, dans la liberté. Et c'est cette liberté... nous terminons notre hymne en disant nous faisons serment pour que cette liberté puisse être transmise à la postérité. Mais cette postérité va trouver quoi? Alors il faut que la génération présente, ce que nous sommes, puisse s'engager à changer les choses. Et c'est ça que l'UDPS n'a pas cessé de prêcher depuis 36 ans. Mon souci, c'est de voir nos jeunes Congolais, prendre des références sur des grands hommes de ce pays. Il y a eu des grands nationalistes comme les Kasavubu, les Lumumba, et Tshisekedi fait partie de ces gens, et que ces gens puissent servir évidemment de référence
comme les Martin Luther King aux États-Unis, comme les Mandela en Afrique du Sud, comme les Gandhi aux Indes, etc. Eh bien, c'est comme Kwame Nkrumah au Ghana, Sékou Touré en Guinée, etc. Eh bien, ces grands hommes servent toujours des références pour que nos jeunes puissent apprendre que dans la vie, il n'y a pas que le matériel, etc., mais il y a des grandes idées qui peuvent amener le pays à la place qu'il doit occuper réellement dans le concert des nations. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Mémoire d'un peuple qui a consacré aujourd'hui à sa manière une façon de rendre hommage à la mémoire de Etienne Tshisekedi, l'homme, son parcours et l'essence de sa lutte politique. Nous y sommes revenus avec certaines précisions, avec d'autres détails, et je rappelle que celui qui a parlé n'est tout autre que celui qui a été avec Etienne Tshisekedi pour beaucoup. C'était notre invité, l'honorable Alexis Moutanda. Je rappelle qu'il est le président directeur général du groupe de presse Tempête de Tourpi, canal numérique, télévision et Trinitas FM, mais également il est en politique, comme je le disais, faisant partie de l'UDPS. Je dis bien UDPS. Et parce que lui, il est mieux qu'UDPS, c'est plutôt vraiment un tshisekédiste au sens philosophique du terme. Merci, honorable, d'avoir été notre invité. Mais nous rappelons également que vous êtes candidat député national à la circonscription de Lukunga, ici dans la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je ne cesse jamais de le dire que l'ignorance et la peur quittent nos esprits. Mémoire d'un peuple, c'est la recherche et l'originalité. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous. Je vous demande de faire de cette 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs.